Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais être funambule ou autre dans ma communication, mais du coup, merci pour cette invitation, pour pouvoir discuter dans ce cadre donc informé, effectivement, d'une recherche qui n'est pas une recherche toute récente me concernant, qui est une recherche menée il y a quelques années de cela, quand j'étais en post-doctorat et dans d'autres affiliations, du coup, puisque j'étais à ce moment-là en post-doctorat dans un lieu un peu particulier qui s'appelle l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui n'est pas un laboratoire de recherche à proprement parler, mais une sous-direction du ministère de la jeunesse qui n'existe plus maintenant. Maintenant, c'est le ministère de l'éducation nationale qui a repris cet espace de recherche, et qui est un espace assez intéressant par ailleurs de recherche sur les jeunes de manière générale, une sorte d'observatoire de la jeunesse en France, avec des thématiques assez diverses, le sport, le genre, la prison, la sexualité, la santé, etc. Et qui mène des enquêtes diverses, dont l'enquête dont je vais vous parler là. Et donc merci pour cette invitation. Alors, changer de diapo. Donc cette recherche, c'était une recherche collective, donc je vais pas mal dire nous, c'est pas un nous de majesté, mais quand je dis nous, il s'agit bien de l'équipe qui a participé à ces travaux, à savoir Yael Amselem-Mingui, donc qui est chercheuse à l'INJEP, et Benoît Coquart, qui est maintenant à l'INRA et qui était à ce moment-là donc postdoctorant avec moi sur cette recherche. C'est une recherche qu'on a fait il y a 5 ans, 2016, on a commencé en 2016, donc un peu plus maintenant, avec une focale qui n'était pas celle des masculinités, dont je vais vous parler là plus en détail, qui était une enquête beaucoup plus vaste sur la santé et la sexualité des jeunes détenus, mais à travers laquelle, évidemment, par nos intérêts de recherche, par notre optique, on a évidemment traité de ces questions de genre et de masculinité qui étaient un peu au cœur du travail. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je vous parlerai un petit peu de la commande publique et de ce qu'on en a fait, de comment en tout cas on a essayé d'élargir un petit peu l'objet qui nous était imposé. Du coup, la question des masculinités, elle est apparue assez évidente rapidement, dès la phase de terrain, dès la phase d'analyse des données. Moi, c'est une question par ailleurs que j'avais déjà commencé à traiter dans ma thèse, qui portait sur les adolescents, adolescentes face à la justice via une ethnographie du tribunal pour enfants. Et une question par ailleurs qui m'intéressait de manière un peu en à côté, disons, de la thèse, puisque j'avais participé avec ma collègue Myrina Gege à la première traduction, disons, un peu large des travaux de Rewin Connell sur les masculinités. Et donc voilà, c'est des choses qui m'intéressaient de toute façon par ailleurs. Donc une recherche sur la sexualité des jeunes détenus qui faisait le choix d'emblée de considérer la sexualité non pas comme un objet en soi ou la santé sexuelle, ça c'était la commande, mais la considérer plus généralement comme une porte d'entrée sur les parcours de vie de ces jeunes filles et garçons. Je vous parlerai surtout des garçons aujourd'hui, et surtout de considérer la sexualité dans la prison, mais aussi d'emblée, évidemment, dans ses rapports avec la sexualité ou l'entrée dans la sexualité hors de la prison, donc en reprenant cette idée quand même d'un continuum intérieur-extérieur, et l'idée qu'on ne peut pas traiter de la sexualité en détention sans comprendre la sexualité des jeunes dans son ensemble. L'idée, c'était de réaliser des entretiens donc avec des jeunes qui avaient pour la plupart 16 à 18 ans. Les jeunes incarcérés ont pour la plupart 16 ou 18 ans. Il y avait des jeunes un petit peu plus jeunes dans notre panel, mais en faisant des entretiens qui étaient aussi des entretiens rétrospectifs sur lesquels on revenait sur le début de leur adolescence, sur l'entrée dans la sexualité ou sur ce qu'ils avaient pu connaître auparavant, en tout cas ce qui pour eux faisait sens quand on leur parlait de sexualité, sachant que là aussi, c'était un petit enjeu sur la définition de la recherche, puisque nous, on nous commandait quelque chose de très formel sur la santé sexuelle des jeunes. L'idée était de les laisser définir ce qu'ils entendaient par sexualité, l'étendue qu'ils donnaient à la sexualité dans leur expérience. Donc voilà, en gros, la focale de départ.
Par ailleurs, tous ces travaux, hein, ce travail-là, nous on a essayé de le raccorder, et si vous lisez le rapport, d'ailleurs le rapport est disponible en ligne, hein, c'est-à-dire que toute la recherche est publiée, accessible sur le site de l'INJEP. Vrai que l'idée, ça a été aussi de faire le lien avec les travaux peu nombreux encore en France sur l'entrée dans la sexualité des jeunes. Alors on a des choses, mais des choses qui sont très scolarocentrées ou qui sont centrées sur l'éducation à la sexualité, mais assez peu de choses finalement sur l'expérience de la sexualité des jeunes. Mais malgré tout, on a dans ces quelques travaux avec ces quelques travaux, essayer de faire des liens. Donc aussi avec l'idée derrière, évidemment, de rapprocher cette jeunesse incarcérée de la jeunesse dans son ensemble et de montrer en quoi elle était finalement non pas une représentative d'une sorte de sous-culture carcérale, délinquante, de quartier, etc., mais qu'elle était plutôt représentative en fait de ce que l'on sait de la sexualité des jeunes des classes populaires dans son ensemble. Alors l'idée, voilà, c'était donc de retracer le cursus sexuel de ces jeunes, travailler sur le contexte de la sexualité et notamment sur la socialisation à la sexualité, c'est-à-dire la place des pères, la place des familles, la place des adultes dans ce contexte d'entrée dans la sexualité, et puis d'élargir aussi l'objet au rapport de genre, aux questions de vie amoureuse, de vie affective, des amitiés, etc. Donc voilà, d'essayer d'aller un peu plus large, d'aller un peu plus loin que notre objet de départ, avec l'idée donc que la sexualité était donc bien la porte d'entrée pour questionner de manière générale des parcours de vie et la construction de l'identité à l'adolescence pour ces jeunes. Donc prison qu'on a envisagé également comme un lieu d'enquête, évidemment, c'était notre lieu d'enquête, mais un moment du parcours de ces jeunes avec des effets propres à la prison. Hein. Ce qui nous était demandé, c'était d'essayer de voir à quel point la prison pouvait perturber, questionner, être un lieu éventuel de prévention en matière d'éducation à la sexualité, et du coup, avec l'idée de voir si la prison avait des effets sur la socialisation à la sexualité de ces jeunes. Mais évidemment en la raccordant systématiquement aux expériences antérieures de ces jeunes. Donc voilà, je vais vous parler pas mal à partir de la notion de parcours en matière de sexualité, et donc en essayant d'éviter de cantonner l'objet à la sexualité en prison. Donc l'idée, c'est de voir que la sexualité, elle s'actualise d'une certaine manière en prison, mais on la saisit sans doute en fait plus finement en enquêtant de manière générale sur le rapport des jeunes détenus à la sexualité. Par ailleurs, mais alors ça je vous en parlerai très peu, l'enquête elle portait aussi sur l'encadrement des jeunes, avec l'idée de regarder en quoi certains professionnels pouvaient contribuer à certains moments, certains professionnels de la détention, à l'éducation à la sexualité. Certains s'en donnent le mandat. Certains ne l'ont pas ce mandat, mais en réalité sont perçus par les jeunes comme étant des interlocuteurs potentiels en matière de sexualité. Et ça, c'était des résultats assez intéressants pour nous à creuser. On a un peu publié à ce sujet-là, et je vous en dirai peut-être deux mots tout à l'heure. Quelques mots quand même à la fois des personnes qui ont fait la recherche avec moi et de la commande elle-même. Donc on avait une équipe qui était assez intéressante, qui fonctionnait assez bien, parce qu'on avait finalement des intérêts de départ assez divers. Donc Yael Amselem Mingui, qui est une spécialiste du genre et de la sexualité des jeunes, qui avait déjà enquêté sur des jeunes suivis par la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse, et plus généralement sur les jeunes en population générale, qui a travaillé beaucoup sur la contraception notamment. Donc il y avait vraiment une approche par la santé sexuelle assez nette. Benoît Coquart, qui lui en fait était un peu plus décalé par rapport à cet objet prison, mais qui travaille toujours sur les jeunes ruraux, sur les classes populaires, sur justement un travail assez intéressant sur les proximités culturelles entre jeunes ruraux, jeunes des quartiers par exemple, et qui du coup apportait aussi un regard un peu décalé sur cette enquête. Et puis moi, plutôt spécialiste de l'institution elle-même, de la justice des mineurs, de la prise en charge institutionnelle des jeunes. Donc on arrivait avec des intérêts, et d'ailleurs c'est drôle parce qu'on avait des guides d'entretien évidemment communs, mais en écoutant nos entretiens, en les retravaillant, on voyait bien qu'on n'allait pas tout à fait dans les mêmes directions, mais qu'en même temps c'est ça qui rendait la recherche intéressante. C'est une recherche qu'on a vraiment pensée comme une enquête collective, c'est-à-dire qu'on allait systématiquement les trois sur les lieux d'enquête en même temps, c'est-à-dire qu'on ne se séparait pas en terrains distincts, etc. On allait vraiment enquêter aux mêmes endroits en même temps, avec l'idée là aussi de pouvoir vraiment investir les lieux, d'être d'un coup trois sociologues dans des petites prisons, parce qu'on était à la
fois dans des quartiers mineurs, qui sont donc des quartiers pour les mineurs au sein des maisons d'arrêt, mais aussi dans des EPM, des établissements pour mineurs, qui existent depuis quelques années maintenant en France et qui sont des lieux qui incarcèrent entre 50 et 60 mineurs. Donc dans lesquels il y a une sorte d'interconnaissance, alors même si ça reste limité entre professionnels notamment, et où du coup on investissait ces lieux comme ça pendant plusieurs jours, on y revenait plusieurs fois, enfin voilà, on a fait cette enquête pendant 1 an et demi au total. Je pourrais vous détailler un peu plus la méthodologie, mais là j'ai pas prévu de le faire beaucoup plus que ça. Quelques mots quand même du cadre de la recherche, pourquoi on a décidé de travailler sur ces questions-là, d'où venait la demande au départ et comment on l'a interprétée ou réinterprétée. La commande, en fait, c'était une commande de la Direction générale de la santé. Donc, vous voyez, au départ, c'était très ministère de la santé, la demande autour de cette enquête. DGS qui s'est rendu compte qu'elle était en train d'établir en 2016 un plan sur la santé sexuelle des détenus en France et qu'elle avait en fait oublié les mineurs. Ils devaient rendre le plan un an après en se rendant compte qu'ils n'avaient pas du tout traité des mineurs détenus, que c'était vraiment l'angle mort de leur plan. Et donc qui a cherché à produire une enquête ad hoc pour remplir le plan. Donc on était les personnes chargées de remplir cette commande-là. Et ce qui nous a été demandé au départ, c'est de produire ce qu'on appelle une enquête KABP en santé publique, donc Knowledge, Attitude, Behavior, Practices, c'est-à-dire des enquêtes très standardisées, qui vise à connaître, avec des questionnaires d'une centaine de questions, voir quel est en gros l'état des connaissances des jeunes en matière de prévention, avec l'idée derrière de pouvoir repérer ce sur quoi il faudrait plus spécifiquement travailler, mettre l'accent, etc. Donc on passe les questionnaires à tous les jeunes détenus et puis on en tire des conclusions de politique publique. On a assez rapidement expliqué que ça nous paraissait pas pertinent, pas très intéressant, pour avoir aussi discuté avec des gens qui avaient déjà fait des questionnaires auprès de jeunes détenus. Jeunes détenus qui d'ailleurs pour une part ont un rapport assez compliqué à l'écrit, ont un rapport sans doute aussi assez compliqué au fait de répondre à ce type de demande qui apparaîtrait comme ça comme une demande institutionnelle du ministère de la Santé. Et donc on a proposé ce qu'on savait un peu plus faire et ce qui nous semblait plus pertinent, en l'occurrence vu le temps qu'on avait quand même, on avait 1 an et quelques pour faire ce terrain, c'est-à-dire d'aller voir les jeunes, de faire une enquête qualitative auprès d'un nombre finalement non négligeable de jeunes, parce qu'on a rencontré 72 jeunes dans cette enquête, avec une population détenue qui à un instant T, à ce moment-là, était d'environ 700 jeunes détenus. Et donc en fait ça nous paraissait vraiment plus pertinent d'aller vers ce type d'enquête plutôt qu'une enquête KABP qui serait sans doute passée à côté d'enjeux et puis surtout qui aurait restreint la focale à des enjeux de santé publique qui certes nous intéressent mais finalement pas tant que ça finalement en tant que tel. Donc on a rencontré 72 jeunes en entretien, on a enquêté sur 5 prisons françaises avec l'idée et la volonté d'aller au-delà des prisons d'Île-de-France qui sont très surenquêtées et d'aller notamment dans des prisons un peu moins enquêtées, d'aller à la fois dans des quartiers mineurs et dans des EPM parce que c'est quand même des types de détention un petit peu différents et de regarder aussi de travailler aussi sur la diversité des profils de ces jeunes, parce que les jeunes incarcérés en Île-de-France n'ont pas tout à fait le profil des jeunes incarcérés dans d'autres régions, et il y avait cette idée aussi d'être un peu plus représentatif, disons, du territoire. Et puis avec des enjeux finalement qu'on n'avait pas envisagé au départ, mais qui nous ont semblé pertinents après coup, notamment sur la sexualité et sur, en fait, par exemple, la question frontalière. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un enjeu autour de la sexualité, dans l'initiation à la sexualité, pour les jeunes qui vivaient près des zones frontalières, notamment, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais sur la question de l'initiation par la prostitution, par exemple, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, ou très peu finalement, chez les jeunes incarcérés en Île-de-France, et qu'on voit apparaître chez des jeunes incarcérés dans des prisons frontalières, c'est-à-dire frontalières de pays ayant des législations différentes sur la prostitution et permettant sans doute un peu plus facilement à des jeunes d'accéder à la prostitution. Donc tout ça pour vous dire qu'il y avait ces choses-là qui sont aussi apparues après coup comme, pour nous en tout cas, intéressantes. Donc 72 entretiens, 12 filles, 60 garçons, 59 entretiens avec des professionnels, surveillants, éducateurs, enseignants, professionnels de santé. On a essayé de couvrir l'ensemble des professions ou des administrations présentes en détention.
Et donc je voulais juste vous donner, avant de rentrer un peu dans le détail, dans l'analyse en termes de masculinité et de socialisation, donner quelques éléments sur les profils de ces jeunes. Je pense qu'ils n'étonneront personne, enfin, c'est des choses qui sont assez connues, même si finalement on manque de données de cadrage concernant la position sociale de ces jeunes, leur scolarité, etc. Alors, bien sûr, mon tableau est totalement illisible pour vous, et donc je vais vous résumer l'essentiel. Donc, on a demandé systématiquement, on a fait des entretiens, mais on avait un certain nombre de questions systématiques qu'on posait à tous ces jeunes sur la profession de leurs parents notamment. Donc, sans grande surprise, en fait, une majorité des parents est sans activité professionnelle ou employés. Des jeunes qui, du coup, décrivent davantage une position au sein des classes populaires, avec une diversité, malgré tout, de positions au sein de ces classes populaires. Très peu d'enfants de cadres, sans doute, évidemment. On leur a demandé quel était leur niveau scolaire, leur dernier niveau scolaire atteint, sans prendre en compte la scolarité en détention. Globalement, la plupart des répondants et répondantes se situent plutôt au niveau du collège, avec quand même quelques répondants au niveau primaire, et des jeunes, pour une petite partie, scolarisés notamment en lycée, dans les voies professionnelles du lycée. On a également demandé, et ça peut-être plus intéressant en termes de parcours et en termes de ce que l'on sait des parcours de ces jeunes, on leur a demandé quelle était leur prise en charge, quelles étaient leurs prises en charge éventuelles antérieures, notamment le fait d'avoir vécu déjà d'autres incarcérations ou le fait d'avoir été suivi par la protection judiciaire de la jeunesse ou la protection de l'enfance, donc l'aide sociale à l'enfance. Et ce qui est intéressant dans les résultats qu'on a là, c'est de voir qu'en fait, une partie de ces détenus en tout cas ne déclare aucune prise en charge antérieure, ce qui rompt avec un imaginaire de la justice des mineurs et de l'incarcération des mineurs, avec cette idée que forcément la prison arriverait en bout de chaîne, qu'ils auraient connu tout un tas d'institutions avant d'arriver en détention, ce qui est vrai pour une part importante de ces jeunes, mais on a quand même 16 garçons qui déclarent n'avoir jamais connu de prise en charge, ni à l'aide sociale à l'enfance, ni à la PJJ, ni donc d'autres incarcérations avant celle-ci. Rappelez qu'on a beaucoup de jeunes qui sont en mesure préventive en prison, qu'au moment de notre enquête, alors en plus, je pense qu'il y a aussi des effets de contexte, évidemment, comme toujours, on enquêtait juste après les attentats en France, et du coup, avec pas mal de jeunes qui étaient, notamment du côté des filles, en fait, incarcérés pour, en attente de jugement sur des faits d'incitation à la haine, au terrorisme, etc., apologie du terrorisme. Et donc, en fait, des jeunes qui n'avaient pas forcément connu d'autres institutions par le passé, qui se retrouvaient comme ça brutalement en détention. Alors pour en arriver un peu plus au sujet, santé, sexualité, vie affective de ces jeunes, on leur a demandé quelle était leur situation amoureuse, comment ils se situaient, célibataires, en couple, pas en couple depuis plus de 6 mois, moins de 6 mois. On a, vous voyez, chez les garçons, 12 jeunes qui nous disent être en couple depuis plus de 6 mois, près de la moitié qui déclarent être célibataires, et 3/4 des filles, c'est un petit effectif les filles, qui déclarent être célibataires. On leur a posé la question de l'âge au premier baiser, mais ça c'est un peu compliqué comme question, parce qu'on sait que la diversité d'interprétation de la question elle-même rend les données un peu compliquées. Mais l'âge au premier rapport sexuel, par exemple, parmi ceux ou celles qui étaient sexuellement actives au moment de l'enquête, avaient en moyenne leur premier rapport sexuel à 13 ans et demi, 14 pour les garçons, un peu plus de 14 ans pour les filles, ce qui nous donne une idée, ce que l'on sait par ailleurs par des enquêtes sur l'entrée dans la sexualité des jeunes et les classes sociales, d'une plus grande précocité des jeunes des classes populaires, même si là encore on manque vraiment cruellement de données de cadrage à ce sujet-là. Il y a des enquêtes qui vont être menées, de grandes enquêtes quantitatives qui sont en cours de lancement en France pour reprendre l'enquête, notamment CSF, l'enquête sur le contexte de la sexualité en France, qui est la dernière grande enquête de référence sur le sujet, et pour la réactualiser.
Dernière chose, puisque ça c'était plus l'intérêt de notre commande, sur le dépistage VIH en prison, on a des garçons qui, pour seulement 13 d'entre eux, disent avoir été dépistés en prison, alors que justement les plans précédents sur la santé des jeunes détenus indiquaient que le dépistage devait être systématique, en tout cas systématiquement proposé aux jeunes détenus. Et nous, on a vu des garçons qui, pour la plupart, nous expliquaient qu'on ne leur avait jamais proposé, ou alors qu'ils n'avaient sans doute pas compris quelle était la proposition, puisqu'en fait on leur fait, et ça faisait partie un peu des choses qui nous ont étonnés dans l'enquête, mais en gros on leur propose des dépistages au sein d'une sorte de grand package arrivant en détention avec tout un tas d'autres possibilités, mesures, interventions, etc. Et en fait, souvent, ils ne comprennent pas très bien, et en tout cas, ce n'est pas leur priorité de se faire dépister à ce moment-là. Par contre, le dépistage est plus fréquent chez les filles qu'on a pu rencontrer. Alors maintenant, en quoi cette enquête elle a permis, entre autres donc, questions de recherche, de traiter de la sexualité des garçons avec une approche par le parcours de vie et par les masculinités. Alors, je voudrais apporter quelques éléments de réponse avec trois angles un peu pour essayer de répondre à ces questions. La question des socialisations à la sexualité et des confrontations aux institutions dans la construction des masculinités chez ces jeunes, c'est-à-dire ce que ces jeunes nous disent de leur confrontation aux institutions et de leur socialisation à la sexualité. Je pense qu'il y a des choses à dire de ce point de vue-là. La question des concepts à mobiliser, alors notamment comment relier ces données de terrain aux travaux sur les masculinités, et la question des premières expériences de la sexualité et des rapports de genre dans la détention, hors et dans la détention, mais avec l'idée de regarder un petit peu là aussi la place des encadrants dans ces processus. Alors, premier élément donc, sur les socialisations à la sexualité. Donc, les entretiens qu'on a menés avec ces jeunes étaient assez longs, souvent. Comme je vous l'ai dit au début, on arrivait avec une question sur la sexualité, mais en fait, comme on allait vers plein d'autres questionnements, les entretiens pouvaient durer assez longtemps. On a fait quelques entretiens répétés aussi, parce que l'idée était évidemment d'élargir l'objet. On commençait souvent nos entretiens par des questions sur le groupe de pairs, sur les amitiés, sur les relations à d'autres, dans la prison, hors de la prison, d'essayer de situer un peu ces jeunes dans leur génération, dans leur rapport aux autres jeunes qu'ils pouvaient côtoyer dans et hors la prison, avec ce que vous savez sans doute déjà très bien, mais toutes les porosités qui sont que généralement, ils connaissent certains jeunes en détention de leur quartier auparavant, et donc voilà, il y a des effets comme ça d'interconnaissance dans et hors la prison d'emblée en fait qui se posent. Alors, pas pour tous les jeunes, mais pour certains d'entre eux. Alors, il y a cette idée de regarder en matière de sexualité, par exemple, comment le groupe de pairs pouvait jouer sur l'entrée dans la sexualité, quel rôle il pouvait prendre. Et c'est donc notamment ce que je vous disais tout à l'heure sur les prisons frontalières, qui était un résultat qui nous étonnait du point de vue des travaux sur l'entrée dans la sexualité, par exemple, ou ce qui est dit notamment par des historiens, c'est que des grandes mutations du XXe siècle, c'est qu'on est passé d'une entrée dans la sexualité qui était dans laquelle le recours à la prostitution occupait une place assez importante jusque dans les années 60 et qui est devenue dans les classes populaires très inexistante ensuite. Et là, on voit chez ces jeunes, des jeunes qui nous racontaient comment en fait, leurs premières initiations à la sexualité, elles passaient par des plus grands qui les emmenaient de l'autre côté de la frontière voir des filles. Et donc, voilà, comment ça pouvait être une des modalités, en tout cas, d'entrer dans la sexualité de ces jeunes. Ces jeunes, ils étaient aussi, le groupe de pairs, très cité par ces jeunes détenus comme étant des canaux d'information sur la sexualité, avec l'idée que c'était finalement peut-être plus simple d'aller voir les plus grands quand on avait des questions, d'aller vers son groupe de pairs pour comprendre un petit peu ce qu'il en était, comment, et répondre à ces questions sur la sexualité. Et puis, il y avait toute la question qui apparaissait aussi dans nos entretiens de la légitimation des pratiques par le groupe de pairs, avec, alors je ne vais pas vous parler des filles ici, mais du côté des garçons, par exemple, toutes les pratiques collectives finalement autour de la sexualité, alors que ce soit évidemment dans certains cas, par exemple, des partenaires qui, pour reprendre les propos des jeunes, vont tourner entre eux, ou aussi la question des masturbations, par exemple, au sein du groupe de pairs.
Alors par contre, ce qu'on voyait déjà d'emblée et ce qui questionne sur la question, enfin sur les masculinités, c'est comment certains jeunes nous expliquaient que ce groupe de pères qui était un peu privilégié pour aller chercher de l'information, pour vivre ses premières expériences sexuelles, était aussi parfois perçu comme une contrainte par ces jeunes, avec l'idée que finalement, et ça on le voyait finalement parfois au cours de l'entretien, des jeunes qui au départ nous disaient mais oui, c'était très bien, j'ai découvert la sexualité comme ça, et puis je suis allé voir des potes qui m'ont expliqué, et puis etc., etc. Et puis au bout d'un moment, qui nous racontait dans l'entretien, bon, en fait, c'est vrai que par moment, c'était un peu lourd, c'était un peu compliqué de devoir répondre aux attentes du groupe, de devoir absolument participer à un certain nombre de choses. Alors c'est notamment évidemment la question qui se posait. Alors certains jeunes étaient en détention pour cette raison-là, d'autres pas, mais la question notamment des viols ou des agressions commis avec d'autres jeunes, et que certains lisaient, alors parfois dans une optique un peu stratégique, auprès de personnes extérieures comme ça, comme étant le fruit d'une contrainte du groupe, plus que d'un choix individuel. Alors l'autre élément de socialisation assez classique à la sexualité, c'est la socialisation familiale. Bon là, ce qu'on voit de manière assez classique, on le voit chez tous les jeunes, donc d'autant plus chez ces jeunes détenus, c'est le fait que la famille n'est pas perçue comme un cadre vraiment légitime d'éducation à la sexualité par ces jeunes, en tout cas n'a pas contribué selon eux à une socialisation à la sexualité. C'est plutôt des mauvais interlocuteurs, les parents, pour les jeunes, à part quelques rares cas, et des jeunes qui disent avoir très peu été finalement informés sur la sexualité. Et là, on retrouve les grands classiques de la sociologie de la sexualité, puisque c'est des choses qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs chez les filles, qui, elles, nous disaient avoir été informées par leur mère, notamment, sur la sexualité, ce qu'on ne voit pas du tout chez les garçons. Ce qui nous a intéressé aussi, puisque le sujet était l'entrée dans la sexualité et son encadrement en partie, c'était de poser la question de l'institution scolaire et donc du rapport notamment de ces jeunes à ce qu'ils ont pu apprendre ou savoir de la sexualité dans le cadre scolaire. Alors comme beaucoup de jeunes, là encore, ils ne sont pas spécifiques en cela, ils nous expliquent que l'éducation à la sexualité, quand ils l'ont vécu au collège, était pour eux totalement inutile et sans intérêt. Mais ce qui était intéressant, c'était surtout de voir qu'une part importante de ces jeunes ont échappé finalement à cette éducation à la sexualité au collège. Alors en France, on dit ça pour les Belges, je ne sais pas où vous en êtes ici, mais en France, il y a une obligation d'éducation à la sexualité au collège, dont toutes les études montrent en fait qu'elle est très peu réalisée. L'obligation, normalement, dans les textes, c'est d'avoir 3 séances d'éducation à la sexualité au collège chaque année. Quand on interroge des jeunes, en général, ils ont eu une séance tout au cours de leur scolarité et pas plus. Donc il n'y a jamais ces séances répétées, etc. Et ça, on a beaucoup d'éléments. Et des établissements qui ne font pas du tout d'éducation à la sexualité. Un rapport du Haut Conseil à l'égalité en France montrait qu'à peu près un tiers des établissements ne faisaient pas du tout ce travail d'éducation à la sexualité. Donc voilà, pour vous dire un petit peu où on en est. Et donc quand ça a lieu malgré tout, en fait, ces jeunes, souvent, en fait, comme on le voit, sont déscolarisés en partie. Alors c'est pas forcément des déscolarisations intégrales, mais en fait ils vont d'un établissement à l'autre et puis ils sont scolarisés par période très souvent, et donc pour la plupart n'ont pas connu en fait ces séances d'éducation à la sexualité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette éducation à la sexualité, pour eux, dans leur expérience de la prison, elle rejaillit au moment de la prison. Parce que précisément, il y a des politiques actives d'éducation à la sexualité en détention, avec plusieurs administrations qui tentent, en tout cas, de promouvoir l'éducation à la sexualité en prison, la protection judiciaire de la jeunesse, mais ça reste facultatif, c'est-à-dire que les éducateurs ne sont pas du tout obligés de le faire, mais ça peut faire partie des projets qu'ils mettent en place, et les services de santé en prison, qui là, souvent, nous expliquent mettre en œuvre des choses, mais pas rentrer dans les détails, mais choses qui sont perçues assez négativement là aussi par les jeunes, qui nous expliquent qu'en fait, on vient leur apprendre la vie, mais c'est des choses qu'ils connaissent déjà, et puis c'est fait sur un ton alors que nous on a recodé comme étant un ton très descendant, c'est-à-dire où vraiment on leur fait un cours sur les risques, etc. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'ils cherchent sans doute à ce moment-là. Donc, ce qu'on peut dire par contre, c'est
et sans doute plus intéressant du point de vue de la question des masculinités et de la socialisation, c'est que c'est des jeunes qui, dans leurs propos, sont très marqués par le passage par les institutions et qui, en fait, nous expliquent comment, dans leur expérience de la sexualité, eh bien, quelque part, les institutions par lesquelles ils passent les ont marqués ou les marquent durablement et, finalement, finissent par leur produire, en tout cas, une expérience de la sexualité qu'ils considèrent comme étant, finalement, un peu à la marge des autres jeunes. En fait, c'est quelque chose qui nous a pas mal frappé dans les entretiens, de voir à quel point ces jeunes nous parlaient toujours en entretien des jeunes, en nous disant les jeunes font ci, les jeunes font ça, etc., sans jamais dire nous, sans jamais finalement, en tout cas d'un point de vue rhétorique, s'inclure eux-mêmes parmi cette jeunesse. Et en fait, au bout d'un moment, on s'en est un peu rendu compte au fil de l'enquête, on s'est dit, mais en fait, on va leur poser la question. On va leur dire, mais tu nous parles des jeunes, mais qui sont ces jeunes dont tu nous parles est-ce que tu te considères comme étant faisant partie de la jeunesse, etc. Et en fait, on a vu que ce terme de jeune était très clairement un terme duquel eux se sentaient exclus et que quand ils nous parlaient des jeunes, ils nous parlaient des autres jeunes systématiquement. Quand on leur demandait de qualifier ces jeunes, ils nous disaient mais en fait les jeunes c'est les jeunes à l'école, c'est les jeunes du lycée. Ils nous disaient par exemple c'est les jeunes de général. Les jeunes c'est les jeunes de général. Alors les jeunes de général c'est-à-dire qu'ils sont au lycée dans les filières générales, ceux dans lesquels eux en tout cas ne vont quasiment jamais puisque eux vont dans les filières professionnelles du lycée. Et donc les jeunes c'est les jeunes de général. Il y avait aussi très clairement quelque chose de l'ordre de la racialisation dans cette expérience de l'auto-exclusion de la jeunesse, puisqu'il nous disait mais en fait les jeunes c'est les blancs, c'est les jeunes des centres-villes, etc. Et finalement un jeune qui nous a assez bien résumé la situation, qui nous dit mais en fait les jeunes, je cite, c'est des étudiants tranquilles du centre-ville qui ont des sacs Eastpak. Vous voyez un peu comment du coup ces jeunes peuvent en venir à s'auto-exclure et à définir d'autres jeunes. Et des jeunes qui nous ont expliqué, mais j'y reviendrai sans doute, comment finalement cette auto-exclusion de la jeunesse produisait donc des stigmates, mais aussi les incitait eux-mêmes à mettre en œuvre des stratégies, et notamment des stratégies de passing, dans leur recherche de partenaires pour éviter justement, contourner le stigmate de la détention. Alors sur la question des concepts et la question des masculinités. Les jeunes qu'on a rencontrés, finalement, ils nous parlent beaucoup en entretien de leur expérience de la violence dans la sexualité. C'est quelque chose qu'on retrouvait dans quand même pas mal d'entretiens. Je vais essayer d'aller très vite du coup sur ce point, avec des jeunes qui parfois, parce je l'ai pas dit, mais on a aussi fait des focus group, qui dans des focus group mettaient en scène une sorte de masculinité qu'on pourrait qualifier comme ça, un peu facilement, beaucoup trop facilement en fait, de masculinité hégémonique, c'est-à-dire qui passe par vraiment des formes de sexisme très exacerbées, d'homophobie, etc., qui vont expliquer que si une de leurs copines tombe enceinte, ils lui mettront un coup de couteau, etc. etc. Bon, voilà, des formes comme ça, avec de la surenchère en groupe, en fait, qu'on ne retrouve pas dans les entretiens individuels, pas du tout, et avec des jeunes qui, en fait, vont assez rapidement en arriver dans les entretiens individuels à expliquer justement comment, finalement, c'est pas si simple pour eux de trouver des partenaires, d'arriver à avoir leur place, finalement, sur le marché de la sexualité, si on peut parler ainsi, et des jeunes qui, par exemple, pour certains, nous expliquaient donc ce que je disais juste avant, c'est-à-dire des stratégies que nous, on a qualifiées de stratégies de passing, c'est-à-dire des stratégies qui consistent à arriver à effacer le stigmate de la prison ou d'être un de ces jeunes qui passent par la prison ou qui est passé par les institutions, et pour trouver des partenaires autres que celles auxquelles ils se sentent parfois cantonnés, à savoir les filles du quartier ou les putes dans leur vocabulaire, et finalement qui ne les satisfont pas au sens où ils aimeraient pouvoir ressembler d'une certaine manière à la jeunesse dans son ensemble et passer pour ces jeunes. Alors, je vous donne juste un exemple de ces stratégies de passing. On en a eu quelques-uns dans nos entretiens, mais qui montrent, je pense, qui révèlent un certain nombre de choses sur ces situations. Par exemple, un jeune qui nous expliquait, donc un jeune issu de l'immigration maghrébine, qui nous expliquera que lui, par exemple, dans ses stratégies de recherche de partenaires, allait dans des soirées étudiantes, en étant convaincu que s'il se présentait comme tel, s'il expliquait de quel quartier il venait, etc., ça ne passerait jamais. S'il expliquait qu'il n'était pas étudiant, par exemple,
exemple, évidemment, ça lui enlevait toute légitimité à être dans ce lieu, à draguer dans ce contexte, etc. Et qui lui disait, en fait, moi c'est simple, je me fais passer pour colombien. Ça passe plutôt bien physiquement, ça va, etc. Et je dis que je suis en école de commerce. Et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que du coup c'était école de commerce et pas université, parce qu'il sentait bien que c'était plus crédible de pouvoir dire école de commerce, qui ressemblait sans doute plus, voilà, et il nous disait bon voilà, je vois que ça peut passer, quoi, parfois ça peut passer, etc. Bon, ça passait pas souvent finalement quand on creusait un peu, voilà. Mais en fait, c'est ce type de stratégie-là qu'on voyait dans ces jeunes. Et donc, quelque part, évidemment, il apparaît du coup compliqué de parler de masculinité hégémonique pour ces garçons. Et si on reprend les catégories de Connell, évidemment, on est bien plus du côté des masculinités marginalisées, avec des jeunes qui en fait vivent à la fois des formes de marginalisation multiples, qui se cumulent, économiques, ethniques, genrées, et qui les rendent évidemment en situation donc, de marginalité sur le marché des rencontres entre jeunes. Bon, je vais du coup passer très vite sur mon dernier point, puisqu'il doit me rester 2 minutes maintenant, et non plus 5, sur ce qui se passe dans la détention. Je vais y aller très vite. En fait, ce qui a fait l'objet, enfin, on a un peu publié à ce sujet-là, c'était pas du tout dans des choses qu'on avait un peu prévu de creuser, de travailler en détail dans la recherche, mais on demandait systématiquement en entretien aux jeunes quelles étaient leurs ressources dans la détention, c'est-à-dire à qui ils peuvent parler de sexualité, à qui ils peuvent se confier dans la sexualité. Et ce qu'on a vu assez vite, c'était une délégitimation très forte des acteurs qui ont le mandat de parler de sexualité, d'être des ressources pour la sexualité, les professionnels de santé, perçus par les jeunes comme en fait ne pouvant pas vraiment être des ressources parce que finalement étant très distants à la fois distant parce qu'il faut prendre rendez-vous déjà, c'est pas si simple de prendre rendez-vous, et distant aussi parce que sans doute en termes de classe, ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai un petit peu, mais aussi distant parce qu'en fait c'est des personnels qui font pour la plupart des vacations, qui viennent des hôpitaux, qui font des vacations dans les EPM ou les quartiers mineurs. Alors les quartiers mineurs c'est un peu différent cela dit, mais qui sont des professionnels qui tournent beaucoup. Et en fait c'est jamais les mêmes interlocuteurs, et donc en fait ça marche pas très bien. Les éducateurs d'emblée, alors là rejet total en tant qu'interlocuteur potentiel parce qu'il ou elle va tout dire à mon juge, à ma juge ou à ma mère, etc. Donc en fait c'est pas du tout des interlocuteurs de confiance, et puis les enseignants qui n'étaient pas vraiment perçus comme tels. Et donc, assez vite, les jeunes en arrivaient à nous expliquer que si on avait un vrai problème, si on avait vraiment envie de parler de sexualité, si on avait vécu une rupture, par exemple, ce qui arrive, des ruptures amoureuses, voilà, un jeune qui reçoit une lettre ou qui voit bien qu'il n'y a plus personne au parloir, etc. Eh bien, en fait, les ressources de proximité, c'était les surveillants. Et en fait, c'est aux surveillants qu'on va parler de sexualité, notamment, en fait, parce que, et les jeunes nous l'ont assez bien expliqué eux-mêmes, finalement, c'est des bons sociologues de leur propre situation, parce que les surveillants, ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps, ils sont notamment là dans les moments où vraiment on est en difficulté, à savoir la nuit, très souvent, des crises, des choses. Et en fait, c'est vers ces surveillants qu'ils se tournaient. Et ce qu'on a essayé de réfléchir dans cette recherche, c'est que finalement, ces jeunes-là aussi se projetaient sans doute plus dans ce que les surveillants représentaient en termes de sexualité, en termes de rapport au genre notamment, en termes de modèle de vie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai plus le temps, mais par exemple quand on demandait aux jeunes de nous dire quel était pour eux leur avenir souhaité, ils nous expliquaient que eux ce qu'ils souhaitaient c'était une conjugalité très stable, c'était avoir des enfants, un petit pavillon, etc., etc. Et en fait ce qu'ils nous racontaient ressemblait quand même beaucoup plus au quotidien et aux vies de ces surveillants qu'à celle des enseignants, des professionnels de santé qu'ils pouvaient voir, et sans doute du coup une forme de projection plus simple, et puis avec aussi sans doute une expérience commune du fait d'appartenir comme les surveillants aux classes populaires. Et ça je pense que c'est quelque chose qui est à souligner, mais c'est la proximité de classe aussi sans doute qui explique en partie tout ça. Et du coup je pense qu'on peut finalement là, pour revenir un peu aux histoires de concepts et de comment parler des masculinités de ces jeunes, reprendre cette notion de projet de genre et de masculinité de protestation que propose Raewyn Connell, en disant que finalement, même s'ils ne sont pas du tout finalement dans la même position, évidemment, dans la prison, ces jeunes et ces surveillants, finalement, ils se retrouvent dans un commun projet de genre, tel que Connell le décrit, par exemple, j'ai repris le texte, à propos des motards des classes populaires. Alors oui, on est dans un tout autre contexte, mais dans son chapitre « Vivre vite et mourir jeune », où elle écrit « Le projet de
la masculinité de protestation se développe dans un contexte de marginalisation de classe, où la revendication du pouvoir, constitutive de la masculinité hégémonique, est ici constamment remise en cause par la vulnérabilité économique et culturelle. Et je pense qu'en fait, on a une proximité de classe qui explique assez largement que finalement, ces surveillants en viennent à être les premières ressources de ces jeunes en matière d'éducation à la sexualité. Voilà, je vais m'arrêter là, j'avais une petite conclusion, mais je pense que il vaut mieux laisser un peu de temps pour la suite. 2 minutes, on a commencé en retard, c'est un peu notre faute, comme tu veux. Non, mais je pense que je laisse la parole à plutôt, Jean-Sébastien. voilà, oui, pour les questions. C'est la parole à Jean-Sébastien. Ça va, ouais. Alors, merci.